Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Mike had a wife, Denise, and they had a fairly new baby girl. She was about 18 months old. The plan was he was to come back that day. It was their anniversary with his wife, Denise. They were to go down to Apalachicola, Florida, and stay the weekend there. I went for a walk, and when I got back that afternoon, my older son Nick was crying, and he said, "Mama, Denise called and they can't find Mike." And I said, "What do you mean they can't find Mike?" Des histoires étranges de l'ère numérique. En Floride, en décembre 2000, Mike Williams, père de famille et as de l'immobilier, disparaît mystérieusement lors d'une sortie de chasse au lac Seminole. Les autorités croient à une noyade, mais une rumeur s'emballe. Aurait-il été englouti par les alligators? Pourtant, derrière sa disparition, un scénario bien plus sombre se trame. En coulisses, un triangle amoureux semble s'installer au sein de la famille brisée et de leur couple de meilleurs amis. Une invitation à la chasse, une disparition mystérieuse et une nouvelle histoire d'amour sont le point de départ d'un pacte secret où la loyauté se transformera peu à peu en trahison. Sébastien Lévesque, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien, ça va très bien. Une histoire assez tordue aujourd'hui. Mon Dieu, où les preuves numériques ont joué un grand rôle, malgré le fait qu'on était au début des années 2000. Exact. Vous allez voir, des fois... C'est sûr, on ne sait pas où est-ce que l'amour peut nous mener, non, mais dans ce cas-ci, ça les a amenés dans une avenue assez noire, assez sombre. Il y a plusieurs rebondissements à cette histoire-là. C'est dur de comprendre exactement ce qui s'est passé dans le cerveau des gens impliqués. Vous allez voir. Mais au-delà de ça, on a les efforts d'une femme, en fait, qui a tenté de tout son possible de connaître la vérité, qui a aidé les enquêteurs, qui est allée elle-même de son plein gré enregistrer des conversations avec sa rivale en quelque sorte, donc qui a pris sur elle beaucoup pour tenter de se rapprocher de sa rivale et d'en savoir un petit peu plus. Bref, vous devez pas trop comprendre grand-chose, mais on va vous prendre par la main dans cette histoire-là. C'est l'histoire de Mike Williams, justement, qui a disparu lors d'un voyage de chasse. Puis c'est toujours un peu intriguant ce qui se passe dans les voyages de chasse, hein? Il y a plusieurs. J'ai moi-même un oncle qui est décédé mystérieusement dans un voyage de chasse. Oh, OK. Donc il y a pas d'histoire de meurtre ou de quoi que ce soit, mais ça reste quelque chose d'encore un petit peu flou au sein de la famille. Sinon, il y a plusieurs histoires qui ont marqué l'histoire du true crime en lien avec ça, et c'est toujours intéressant de voir. Et là, dans ce cas-ci, bien, on va parler aussi de manipulation, comment on peut un peu se monter un bateau à deux quand on a les mêmes motivations. Et en after show, je reviens sur une autre histoire de triangle amoureux, un peu comme celui-ci, vous allez voir, c'est assez tordu. On va parler du premier meurtre d'Internet, l'affaire de Sherry Miller, qui est justement, on est encore une fois au début de l'Internet, au début des années 2000, et Sherry Miller va user de manipulation pour faire assassiner son conjoint. Donc, vous allez voir, une histoire de triangle amoureux vraiment tordue. On en a parlé un peu dans d'autres épisodes, pas de cette histoire-ci, mais d'autres histoires similaires. Janelle Potter, entre autres, qui me vient à l'esprit, où à force de manipulation en ligne, il y a un meurtre qui a été commis. Et même, on a parlé de Tall Hot Blonde. Dans nos débuts. Dans nos débuts, qui est une autre histoire sur un peu les débuts des... dans ce cas-ci, c'était sur Craigslist. Mais le début un peu des sites de rencontres et des même de la manipulation qu'on peut faire de ce côté-là. Donc,
vous n'allez pas vous ennuyer aujourd'hui, les amis. On a 2 histoires complètement tordues pour vous. L'after show disponible sur Patreon dès la sortie de cet épisode-là. Donc, restez à l'affût. Sinon, parlant de fût, Seb, qu'est-ce qu'on boit ce soir? On boit de la West by Sud-Ouest, de la microbrasserie des 4 origines. Oui, on les aime. Oui, qui sont situés à Pointe-Saint-Charles, donc dans le Sud-Ouest. Exact. Et c'est une IPA West Coast, 6%, délicieuse. Elle a des houblons américains classiques et elle met en valeur l'amertume mordante et les arômes d'agrumes typiques du style. Donc, excellente. Ouais. J'adore 4 origines. Ils font toujours d'excellentes bières. Exact. Et cette tournée de bière-là, mon cher Émile, elle nous a été offerte par Alain Royer, qui nous a offert une tournée de bière via notre site web distorsionpodcast.com. Petit lien en haut à droite et vous suivez la procédure. Vous pouvez nous envoyer un petit don via PayPal pour qu'on puisse remplir le fridge. Merci Alain. Yes, merci Alain. Aussi, merci Léa _ Léa qui nous donne une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez encore le faire. Oui. Sur Spotify aussi, vous pouvez nous donner des reviews. Mais dans le temps qu'on avait commencé la tradition, c'était pas encore disponible. Et elle nous dit, Léa, oui monsieur, ça y est, j'ai fini d'écouter tous les épisodes. Je suis maintenant à attendre le prochain. Excellent podcast, même si les histoires sont parfois effrayantes. Je ne me tanne pas des voix d'Émile et Seb. Ils connaissent leur sujet et sont toujours très intéressants. Merci Léa. Oh oui, merci à toi. On tente, on fait notre possible pour être intéressant. Exact. Yes. On vous rappelle que si vous voulez obtenir nos épisodes en avance, nos after-shows et aussi écouter tous les épisodes sans pub, c'est sur Patreon que ça se passe. Il y a une grande communauté qui est là, qui vous attend et il y a énormément de contenu qui est là aussi. Plusieurs années d'after-show. Vous allez en avoir des épisodes. Si vous pensez que vous avez fait le tour de Distorsion, allez faire un tour sur Patreon. Puis nous, ça nous dérange pas. Hein. Vous pouvez y aller vous abonner un mois puis tout binger puis vous désabonner après. Hein. Exact. No problem. Vous pouvez aussi acheter les épisodes, les after-shows, les acheter à la pièce. Exact. Si ça vous convient un petit peu mieux, vous pouvez aller sur Patreon et carrément payer pour obtenir un after show ou un bonus ou autre. Donc, ça se fait aussi et bien, c'est la meilleure façon de nous encourager. Oui, puis il y a même 5 épisodes complets maintenant là, des épisodes secrets, c'est ça, hors série, si je peux dire, qui font partie de la saison. Oui. Eux sont seulement disponibles au Patreon. Exactement. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire cette saison-ci. D'ailleurs, c'est vrai, hein? On n'a pas encore commencé à y penser à cet épisode secret. Non, exact. Surtout qu'on change un peu la formule là, bientôt. Oui, donc, on verra bien. On est déjà au 5e épisode de la saison 11, les amis. Oubliez pas qu'à la mi-saison, c'est-à-dire au retour en janvier, quelque chose de spécial va se passer. Ça va changer un petit peu. On espère que vous allez apprécier, mais on a une petite twist à vous amener. Et je pense qu'on en a assez dit, Seb, en cette intro. Est-ce qu'on est prêt à se plonger dans un épisode des plus tordus? Oui, mais Émile, avoue qu'on fait des recherches vraiment étranges en ligne pour Distorsion. On n'a pas envie que tout ça se retrouve dans la nature, hein? Vraiment pas. Je voudrais pas que mes recherches du genre « Comment invoquer un démon » ou encore « Comment fabriquer un faux cadavre » deviennent publiques. Heureusement, Émile, NordVPN est là pour protéger toutes nos données et notre vie privée en ligne. Exactement. Que tu sois à la maison ou sur un Wi-Fi public, NordVPN te garde anonyme et protège tes infos personnelles. Tu peux même choisir un serveur n'importe où dans le monde, tel un ninja du net, complètement incognito. C'est pas cher payé pour dormir tranquille. Exact. Et si tu vas au nordvpn.com/distorsion, tu obtiens un rabais exclusif sur ton abonnement, plus 4 mois gratuits. Et en plus, c'est sans risque, Émile. NordVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours. Allez-y dès maintenant. Est-ce qu'on est prêt à se plonger dans un épisode des plus tordus? Oui, monsieur. C'est parti. Maintenant. Nous sommes à Tallahassee, en Floride. On est toujours à Tallahassee, en Floride, Seb, ce temps-ci. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'épisodes. Ça se passe là. Pour référence, l'épisode de Wade Wilson, le Deadpool Killer, le premier épisode de notre saison 11, se déroulait à Tallahassee, en Floride. Ça doit expliquer quelque chose qui s'en vient dans l'épisode. On va déménager là. Ça a l'air d'être un bon endroit de true crime. Il fait beau, en tout cas. Oui. Une communauté où la foi, la famille et les apparences règnent en maître. C'est ici que grandit Jerry Michael Williams, surnommé Mike, né en 1969 à Bradfordville, dans une famille modeste. Ses parents, Jerry Williams, un chauffeur de bus, et Cheryl Williams, une responsable de garderie,
économise afin que lui et son frère Nick puissent fréquenter l'école chrétienne de Floride. À l'école, Mike brillait. Président du conseil étudiant, joueur de football et élève modèle. C'est dans cet environnement qu'il rencontre Denise Merrill, sa future épouse, et Brian Winchester, qui devient son meilleur ami. Avec leurs compagnes respectives, Denise et Kathy Aldridge, ils formaient un quatuor inséparable. Diplômé en sciences politiques et en urbanisme de la Florida State University, Mike devient un évaluateur immobilier reconnu pour son travail acharné. Il gagnait environ 200 000 $ par année, ce qui offrait un très bon rythme de vie au couple. Mike et Denise se marient en 1994, puis fondent une famille. Leur fille, Ansley, naît en 1999, tout comme le fils de Brian et Katie, Stafford. Mike est un père dévoué, plaçant Ansley au centre de sa vie. Donc, on a vraiment une dynamique ici de deux couples d'amis, dans le fond, qui sont hyper proches et que font une tonne d'activités ensemble. C'est quasiment un quatuor inséparable. Et ils décident d'avoir des enfants relativement dans le même timing. Ce qui les rapproche encore plus. Ah oui, c'est clair. Pourtant, derrière cette façade parfaite, la tension montait. Mike, obsédé par son travail, cumulait les longues heures au bureau. Souvent, après l'heure du coucher de sa famille, l'heure de coucher de sa famille, ou bien après une chasse matinale. Denise, quant à elle, luttait contre une dépression postpartum, s'éloignant ainsi physiquement de son mari. Mais parallèlement à ça, Brian finit par découvrir que Katie le trompe avec un ami du secondaire, Gavin, ce qui le bouleverse profondément. Cherchant du réconfort, Brian entame une liaison secrète avec Denise. Cette liaison n'était pas un simple flirt. Bien au contraire. Brian s'était senti anéanti par la trahison de Katie, ce qui l'a poussé à lui aussi chercher ailleurs. L'étincelle entre lui et Denise jaillit lors d'une sortie le 13 octobre 1997 au Floyd Music Store, lors d'un concert de Sister Hazel. Je connais pas ça. Non, moi non plus, c'est ce que j'allais te demander si tu connaissais ça. Alors que Mike et Katie cherchaient une place de parking, Brian et Denise échangent leur premier baiser. C'est audacieux, là. Je veux dire, les deux couples. Oui, dans une sortie de couple. Là, oui, mon Dieu. Puis, la relation s'intensifie rapidement. Ils passaient des nuits à parler au téléphone et aussi à avoir des conversations à connotation sexuelle. Brian témoigne qu'ils se rencontraient jusqu'à 15 fois par semaine, souvent pendant la pause déjeuner de Denise. Leur lieu de rendez-vous était audacieux. Les hôtels, la maison de Denise pendant que Mike travaillait, et même le sommet du Capitole de Floride. Brian garait sa voiture dans un stationnement d'église sur Meridian Road, puis traversait un fossé pour rejoindre Denise chez elle à Centennial Oaks Drive. Mike, qui est un homme méticuleux, aussi bien dans son travail que dans la gestion de ses finances, il a commencé à s'inquiéter en constatant des retraits d'argent inhabituels. Il soupçonnait une liaison, mais craignait également que l'argent ne serve à financer des consommations de drogue. Il finit par confier ses doutes à la mère de Denise, sans jamais découvrir toute l'étendue de la trahison. Oui, c'est spécial tout ça. Ça met la table un peu à une dynamique qui change énormément au sein des deux couples. Et vous allez voir, ça va s'intensifier un petit peu. Nous sommes maintenant le matin du 16 décembre 2000. Mike quitte sa maison de Tallahassee avant l'aube. Il emporte son bateau pour une journée de chasse aux canards sur le lac Seminole, qui est un vaste réservoir là, situé à la frontière entre la Floride et la Géorgie. Okay. Il a prévu de retrouver Brian pour cette expédition tant attendue. Mike et Denise comptent également célébrer leur 6e anniversaire de mariage ce soir-là dans la ville de Apalachicola. La journée passe et Mike ne revient pas. Inquiète, Denise appelle son père afin d'alerter de sa disparition. Brian, qui de son côté n'avait pas eu de nouvelles de Mike lui non plus, part à sa recherche accompagné de son père. Les deux hommes se rendent rapidement aux zones de chasse habituelles situées sur le lac. C'est là qu'ils découvrent le Ford Bronco de Mike, un modèle 1994 abandonné près d'une rampe de mise à l'eau isolée dans le comté de Jackson, en Floride. C'est sans doute un des plus beaux pick-up jamais faits, le Ford Bronco. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Et en 94, il devait être quand même assez... il devait être encore plus vintage. Oui, c'est clair.
Et là, ils ont retrouvé le Ford Bronco, là, justement, près de la rampe de mise à l'eau. Ils vont voir, en fait, un petit peu plus loin, le petit bateau de Mike qui flotte à la dérive, mais aucune trace de Mike. Ce réservoir-là, le lac Seminole, c'est un peu swampeux. Tu sais, c'est un lac qui est pas nécessairement très profond. J'imagine que ça s'est créé un petit peu artificiellement, là, avec un réservoir pas loin. On est vraiment dans un décor typiquement floridien. C'est truffé d'alligators. C'est de l'eau qui est peu profonde, très boueuse. Et c'est quand même assez simple de faire disparaître un cadavre ou même un animal mort va pas survivre longtemps parce que c'est truffé d'alligators. Et quand tu tombes là-dedans, eh bien, il y a des chances que tu y remontes plus. Là. Mais c'est pas un lac comme on est habitué, par exemple, au Québec, là, un lac avec un gros fond rocheux et autres. Là. C'est plus swampeux, justement. Réservoir est un peu est le bon terme, je pense. Donc, il voit le petit bateau, la petite barque que Mike utilisait sur le lac. On se rappelle que lui, il n'allait pas pêcher, il allait faire la chasse au canard. C'est ça. Donc, c'est un peu différent. C'est moins un lac de pêche. Je présume que les chasseurs de canards utilisent beaucoup aussi des faux canards là, pour attirer, pour les attirer avec un sifflet et tout ça. J'imagine que je ne sais même pas s'il se plaçait dans sa barque. Peut-être qu'il allait avec son bateau installer les faux canards ou quelque chose. Puis après, par la suite, il revenait peut-être se camoufler dans les buissons ou quelque chose comme ça. Je sais pas c'est quoi sa stratégie, mais c'est comme un peu un hybride. C'est de la chasse, mais un peu sur l'eau en même temps. Là, OK. Je connais tellement peu la chasse. Oui, mais moi non plus, je suis pas un expert. J'ai des oncles qui allaient chasser à l'époque. Je pense que j'ai déjà accompagné des gens à une chasse à la perdrix, en fait, dans ce cas-ci. Mais c'est pas comme les canards, là, c'est plus en forêt. Là. Oui, c'est vrai que c'est différent. Dès le lendemain matin, il y a une recherche intensive qui est lancée parce que là, ils ont vu la petite barque qui flottait, ils ont retrouvé le camion. Donc, c'est là que les recherches se mettent en marche. Les agents de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission coordonnent les opérations aidés par des plongeurs professionnels et des volontaires motivés. Dès les premières heures, les équipes explorent le lac Seminole, plongeant dans les eaux froides et obscures, focusées sur la zone où le bateau de Mike avait été retrouvé. L'équipe de plongeurs remonte et explore méthodiquement les fonds vaseux, sondant avec des instruments comme des sonars et des caméras subaquatiques, mais sans succès. La surface du lac est également fouillée à l'aide de bateaux équipés de détecteurs et de sondes. Le bateau de Mike ayant été localisé plutôt flotte toujours à la dérive, mais semble pas avoir heurté quoi que ce soit là, pendant qu'il errait sans pilote d'une certaine façon. Il ne présente aucune trace témoignant d'une lutte ou d'un accident violent ou d'un contact fort ou autre. Là. Donc, le bateau semble assez intact. Pendant plusieurs jours, les recherches s'intensifient, mobilisant plusieurs agents fédéraux et locaux. Des chiens pisteurs, des équipes nautiques ainsi que des bénévoles tentent de retrouver Mike avec des hélicos, des sonars, des plongeurs. La surface du lac est trimée, elle est examinée sous tous les angles, mais on trouve toujours rien. Mike demeure introuvable, toujours disparu. Cette situation est plutôt inédite, même voire improbable sur le lac Seminole, puisque jusqu'à ce jour, tous les noyés y étaient retrouvés. Parfois dans un état assez avancé de décomposition. Là, on est dans un lac, dans de l'eau stagnante avec des bactéries, tout ça. La version officielle retenue, donc, dans le cas de Mike, c'est un accident. Selon la version qui est basée sur très peu de choses, qui est basé sur l'intuition, je dirais. Un témoignage. Et là, c'est même débattable un peu après aussi peu de temps d'avoir une conclusion. Mais selon les enquêteurs, à ce stade-ci, Mike aurait glissé de son bateau et se serait noyé. Mais tu sais, c'est pas tant que ça un lac où tu te noies facilement, tu sais, il doit presque limite toucher dans le fond. Oui, c'est ça quand t'es plus dans une, tu sais, oui, il y a un endroit qui doit être plus creux, là, j'en conviens, mais tu sais, c'est pas un lac avec des gros remous, là, puis, tu sais, oui, il y a des alligators, mais il faudrait être très malchanceux, en fait, de tomber et de te faire attaquer tout de suite, tu sais, ça peut arriver, genre, je dis pas le contraire, mais bref, à moins que
je sais pas, il est tombé sur son bateau, s'est cogné la tête. Oui, c'est ça qui a perdu connaissance. Oui, ou qui a fait un AVC, une crise cardiaque, et qui est tombé. Tu sais, ça c'est possible. Mais bref, jusqu'à date, on le sait pas. Il se serait noyé, mais on n'a pas trouvé de corps. On n'est pas capable de dire qu'il serait noyé. Exactement. Donc, c'est un peu prématuré, un peu, selon moi, cette conclusion. Mais une autre théorie nourrit rapidement les esprits. C'est là qu'il y a un peu une division dans les hypothèses. C'est une attaque par les fameux alligators qui sont très présents dans le lac. Cette idée bien accueillie là, comme plausible ne convainc pas tous les spécialistes. Des experts de la faune expliquent que l'activité des alligators est très réduite en décembre. J'imagine, on est en Floride, mais ça demeure quand même une saison un peu d'hibernation, parce que l'eau est plus froide quand même, donc ce qui rend un peu moins probable une attaque d'alligator. D'autant que la disparition complète de tous les restes humains, là, on parle des vêtements, des objets personnels, serait très surprenante. Oui, c'est vrai. Hein? Il était quand même habillé en chasseur, il n'était pas en maillot de bain, il n'était pas en speedo. Les vêtements de chasse, souvent, c'est robuste. Oui, exact, des gros tissus. Oui, je veux dire, t'as des accessoires pour ton fusil, t'as des couteaux, t'as des choses des munitions, qui se font pas manger par des alligators. Oui, des munitions, une lampe de poche peut-être, des trucs métalliques qui vont pas se désagréger dans l'eau, un chapeau, des lunettes, je sais pas, tu sais. Donc, c'est mystérieux un peu là, que même si on pense que ça se ferait manger par les alligators, est-ce qu'ils se sublimeraient comme ça là, dans la nature? J'en doute. Dans les jours qui suivent, la communauté échange entre rumeurs et hypothèses. La police prend la disparition très au sérieux, mais le manque de preuves tangibles freine l'avancée de l'enquête. Brian devient donc un pivot dans l'affaire. Il est proche de la famille et joue un rôle d'intermédiaire auprès des enquêteurs, puis il participe aussi aux recherches, ce qui deviendra un point clé plus tard. Après plusieurs semaines, l'absence du corps conduit à interrompre progressivement les recherches officielles. Parce que Brian devait rejoindre Mike là, pour ce voyage-là, donc c'est pour ça qu'il devient un point de contact très important. Mais peu à peu, il va devenir un petit peu plus distant, Brian. On est maintenant rendu en 2001, Seb, on était en décembre, donc là on est quelques temps après, toujours pas de nouvelles de Mike qui est disparu. Et depuis le début de leur amitié, Katie a toujours vu en Denise une confidente. Katie qui, elle, en fait, est la femme de Brian à ce stade-ci, Denise étant la femme de Mike disparu. Elle a toujours vu en Denise une confidente, mais tout change le jour où Mike disparaît. Katie est bouleversée pour Denise, elle la soutient du mieux qu'elle peut, mais pendant un temps, la disparition semble unir tout le monde dans la douleur, mais à quelque part, les choses, à un certain moment, deviennent de plus en plus étranges. Et c'est là que Brian commence à s'éloigner. Il devient nerveux, distrait, souvent absent. Il passe des appels qu'il ne veut pas expliquer et ses horaires deviennent flous. Peu à peu, Katie remarque des détails qui ne collent pas. Des appels à Denise à des heures inhabituelles, des excuses qui changent d'une fois à l'autre, une froideur nouvelle dans leur relation. À chaque fois, il explique à Katie qu'il agit en tant que soutien à Denise depuis la disparition de Mike et qu'il l'aide à gérer la maison, certains dossiers et qu'il l'aide aussi pour des travaux manuels. Katie ne peut pas trop contester ça parce que car qui s'opposerait à quelqu'un qui souhaite supporter sa meilleure amie lors d'une telle épreuve? Puis c'est vrai que les arguments qu'il donne pourraient être justifiés là, d'une certaine façon, là, mais c'est vrai qu'on le sent. Hein? Notre instinct, notre intuition dans des situations comme ça, on le sent quand il y a quelque chose de pas correct, pas normal. Il y a toujours une partie de soi qui dit, ben oui, on est deux couples d'amis quand même soudés, c'est normal que mon mari soit un support à l'autre femme qui a perdu son mari, mais comme tu dis, il y a toujours une petite partie d'intuition des fois qui te le dit que quand c'est too much. Oui, exact. Les mois passent et le doute s'installe sournoisement dans l'esprit de Katie. Des rumeurs inévitables commencent à se propager dans leur cercle d'amis et de proches. Des phrases murmurées à voix basse lors de rencontres familiales ou même entre collègues font surface. Katie essaie d'ignorer ces éclats de vérité, mais les signes deviennent impossibles à nier.
Les absences répétées de Brian deviennent suspectes. Ses appels téléphoniques furtifs et ses messages codés alimentent une inquiétude qui grandit dans son cœur. Elle note aussi les silences pesants, les moments où Brian semble ailleurs, distant, comme s'il vivait une double vie. Ouais. Le premier indice majeur survient quand Winchester prétend partir en voyage de chasse en Alabama. Mais Katie reçoit un appel d'un officier de police l'informant que la voiture de Brian a été trouvée abandonnée près de la résidence de Denise Williams. Donc, pas du tout en Alabama. Non, c'est ça. Cette découverte éveille immédiatement ses soupçons sur la nature de la relation entre son mari et la femme de Mike. Katie fait ensuite plusieurs découvertes concrètes dans les affaires personnelles de Brian. Des billets de cinéma trouvés dans la voiture de Winchester, prouvant qu'il était allé au cinéma avec quelqu'un d'autre. Un reçu pour un médaillon gravé au nom de Denise, plus précisément avec le surnom de Denise. Oui, c'est ça. Je ne sais pas c'était quoi son surnom. Non, moi non mais plus, exactement, elle a trouvé un reçu où justement Brian aurait acheté chez un bijoutier un médaillon avec une engravure avec le surnom de Denise. Okay. C'est ce qu'on s'est c'est une preuve déposée au je ne vais pas vous spoiler, là, mais au procès qui suivra. Oui. Ces preuves physiques confirment ses soupçons grandissants. Son intuition féminine ne le trompe pas. Elle ressentait aussi une tension romantique palpable entre Brian et Denise lors de leur sortie de groupe. Parce que c'est vrai, t'as beau vouloir essayer de le cacher, les petits regards, il y a quelque chose qui peut se voir. Oui. Et son intuition se confirme le jour où elle surprend une conversation téléphonique dans laquelle Brian échange une drôle de complicité romantique avec Denise, celle qu'elle croyait autrefois être une alliée. Oh oui, et là, elle doit sentir la trahison. Ah oui, mon Dieu, c'est tellement horrible. Le choc est immense. Katie se retrouve plongée dans une tempête émotionnelle. Elle se sent trahie non seulement par l'homme qu'elle a aimé et avec qui elle a construit une vie, mais aussi par Denise, cette femme qu'elle avait crue sincère, fidèle et digne de confiance. Et ce n'est pas seulement son mariage qui s'effondre, mais la fondation même de sa vie, de sa réalité et de son cercle social. Oui, on peut imaginer à quel point c'est difficile comme ça de se rendre compte que mon Dieu, son conjoint est rendu avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie. Mais vous allez voir, c'est tout un numéro, ce Brian. Là. La chance ne tournera pas forcément autour de lui tant que ça. Là. Face à cette déchirure, Katie tente d'affronter Brian. Elle cherche des réponses, une once d'honnêteté, ne serait-ce. Une explication qui pourrait apaiser la douleur. Mais ses tentatives sont vaines. Brian déploie toute une panoplie de mensonges, d'explications et d'excuses habiles, renforçant la fracture entre eux. Il n'admettra jamais qu'il y a une relation avec Denise. La colère de Katie monte. Les disputes s'intensifient et le couple, autrefois uni, se défait rapidement sous le poids insoutenable de la trahison. Et dans la série documentaire Dateline NBC, Katie, elle décrit ce moment comme un basculement irréversible. Elle ne reconnaissait plus l'homme avec qui elle vivait, quelqu'un devenu étranger en l'espace de peu de temps. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette liaison clandestine n'était que la surface d'un secret bien plus sombre, une conspiration mortelle qu'elle ne pouvait même pas imaginer, et un crime à venir qui allait bouleverser à jamais leur vie. C'est vers la fin de l'année 2001, on se rappelle que Mike est disparu en 2000, que Katie comprend avec certitude que Brian et Denise ont une liaison. Elle le mentionne d'ailleurs dans l'épisode de Dateline. Elle dit « À ce moment-là, j'ai su qu'il se passait quelque chose, tout s'est effondré. » Katie et Brian divorcent donc en 2003. Bon, elle va l'affronter et ils vont en venir au divorce. Puis en 2005, soit 5 ans après la disparition de Mike, Denise et Brian se marient officiellement. Donc, oui, c'est drôle ça, mais oui, le couple, ça devient un peu un triangle amoureux, mais bon, Katie est plus tellement amoureuse, là, elle a divorcé. Mais bref, une drôle de tournure d'événements. Il ne faut pas oublier que Denise, avec Mike, ils avaient une fille, Ansley. Donc, on n'en parle pas beaucoup ici, on va en reparler un peu tantôt, mais il y a un enfant au milieu de tout ça. Oui, exact. La police, qui classe toujours la disparition comme un accident, même 5 ans plus tard, fait en sorte que rien ne s'oppose légalement à leur union. Parce que je présume que s'il y avait une controverse puis des soupçons au niveau d'un potentiel meurtre ou autre, peut-être que ça pourrait
créer un peu de divergence au niveau du mariage. Là. Je sais pas si au niveau légal, ils peuvent empêcher ça. J'avais comme pas pensé. Je sais pas. Hein? Je sais pas si le prêtre en Floride... Oui, c'est une bonne question. C'est drôle, hein? Les enquêteurs, de leur côté, ne voient aucun lien entre la disparition de Mike et cette drôle de relation. Ouais. Ils pensent simplement que Denise et Brian se sont rapprochés après le drame dans un contexte de deuil, ce qui est possible aussi. Oui, on l'a vu, ça s'est déjà arrivé. Oui. Hein? Je pense à ça, c'est, je me rappelle plus des noms, mais l'alpiniste Conrad Anker, je connais qui est un des plus grands alpinistes au monde. Okay. Je me rappelle que lui grimpait avec un autre alpiniste dont le nom m'échappe. Okay. Et puis, puis cet alpiniste-là, malheureusement, est décédé. Okay. Et dans le deuil, Conrad Anker a commencé à soutenir la femme de son ami et ses enfants et sont devenus une autre famille. Mon Dieu. Mais il n'y a pas eu de trahison. Non, c'est ça. C'est particulier quand même. Oui, c'est toujours étrange. Ça. C'est toujours étrange, mais dans leur cas, à eux, ça s'est bien terminé. Oui, tant mieux. Mais oui, c'est toujours un petit peu particulier. Donc, eux, ils pensent que justement, les policiers, ils voient rien de louche dans cette union. Pour le monde extérieur, par contre, c'est simplement une histoire triste qui trouve un peu un second souffle. Mais Katie, elle trouve ça profondément troublant, puis elle n'est pas du tout convaincue qu'il s'agit juste d'une relation fondée sur le deuil. Oui. Et ce qu'elle dit encore une fois dans Dateline NBC, c'est « Je ne pouvais pas croire qu'elle ait pu épouser le meilleur ami de son mari disparu. Il y avait quelque chose de faux là-dedans. Mm-hmm. » Et pour bien comprendre l'ampleur de l'affaire, il faut faire un saut dans le temps puis revenir à l'an 2000. Okay. Une époque qui marque un tournant dans l'histoire et où la tension dans le trio Mike, Denise et Brian devient insoutenable. Cette tension annonçait déjà tranquillement le dénouement tragique de toute cette histoire. Mike, à l'époque, est frustré et blessé par le silence et la distance croissante de Denise. Et lorsqu'elle est enceinte, elle utilise sa grossesse et la dépression postpartum comme un bouclier pour s'éloigner tranquillement de lui, le privant non seulement de sa présence, mais aussi de toute forme d'intimité. Ouais. Mike, en homme pragmatique et méticuleux, ne cesse de surveiller ses finances et devient de plus en plus inquiet. Il remarque de plus en plus de retraits en espèces, ce qui continue d'alimenter des soupçons sur Denise. Parce qu'il y avait quand même un gros salaire, Mike. Oui. Là, il se rend compte que son compte commence à se vider. Oui, non, c'est ça. Puis des retraits en espèces, ça laisse une seule trace, le retrait. Tout ce que tu as acheté avec ne laisse pas de trace. Exactement. Donc, Pour Denise et Brian, cette période est cruciale. Leur liaison, longtemps clandestine, est devenue une passion dévorante qu'ils désirent désormais vivre ouvertement. Mais Denise se heurte à un mur. Issue d'une famille baptiste conservatrice, elle voit le divorce comme un péché impardonnable et refuse catégoriquement cette option. Okay. Elle craint aussi profondément de devoir partager la garde de sa fille Ansley. Pour elle, l'alternative semble macabre mais claire, éliminer Mike, tout en conservant une apparence d'accident. Ce serait, selon elle, la meilleure option. Mon Dieu! Et là, ça commence à tourner dans sa tête. C'est tellement troublant. Le couple passe près d'1 an et demi à élaborer un plan. Plusieurs scénarios échouent, notamment une mise en scène de cambriolage au bureau de Mike. Ils sont créatifs, hein? Impossible car il était trop risqué d'un point de vue judiciaire. Un accident collectif en bateau aurait été idéal pour effacer toutes les traces, mais Brian refuse de mettre en danger Katie et leur fils Stafford, qui reste un être cher à ses yeux, là. Puis par chance, je veux dire qu'ils ne veulent pas sacrifier leur enfant. Finalement, leur plan s'arrête sur une sortie de chasse au canard sur le lac Seminole. Un cadre apparemment banal, mais idéal pour un accident maquillé en noyade. Denise voit cela comme une manière de laisser l'événement entre les mains de Dieu, évitant donc une responsabilité directe. C'est une drôle de façon de voir ça. Oui, hein, de se déresponsabiliser. Là. D'après moi, Dieu, il sait déjà là, qu'il y a un plan en préparation. Brian, en tant que... Brian, en tant qu'agent d'assurance, use de son influence pour maximiser le gain financier. Mike possède déjà une police d'assurance vie de 250 000 $. Toutefois, sous la pression de Brian, Mike souscrit en avril 2000 à une nouvelle police d'1 million de dollars avec Kansas City Life.
Par ailleurs, Denise prend soin de payer secrètement la dernière prime d'une troisième police de 500 000 $, montant ainsi les sommes d'assurance à un total assez colossal de 1,75 million de $. C'est fou ce trip de montant d'assurance vie. Sais-tu, toi, t'es assuré à combien, Seb? Oui, puis elle achève bientôt. Oui, j'ai 300 000. Oh, OK. Oui, ben souvent, quand tu prends une assurance vie, moi, je l'avais pris, c'est rien de secret, là, à la naissance de ma fille, parce que je m'étais dit, si je meurs, je voulais pas laisser sa mère avec une charge, tout ça. Puis on s'était fait conseiller ce montant-là qui est pas trop excessif, mais puis qui couvre les besoins si je meurs avant que mon enfant soit autonome pour faire sa vie. Oui. Moi, je touche à rien là, ça, là, c'est quelque chose. Non, pas dans celle-là. Ah, OK. Non, malheureusement, tu peux refermer tes plans. Ils doivent maintenant choisir le moment parfait pour passer à l'acte. La date limite approche à grands pas. Et ici, quand on parle de date limite, il s'agit du jour où leur plan doit se réaliser avant l'expiration de la police d'assurance vie de 500 000 $. Et le 16 décembre coïncide également avec le 6e anniversaire de mariage de Mike et Denise. Mike espère que cette journée sera l'occasion d'un renouveau, un voyage romantique à Apalachicola pour raviver leur relation, sans se douter que ce moment qu'il attend avec impatience est précisément celui que Brian et Denise ont choisi pour orchestrer leur crime. Fou, là. Et pourtant, Denise perçoit ce projet comme un danger. Ce voyage risque de faire remonter à la surface leurs secrets bien gardés et de compromettre leur plan. Décidée à éviter ce risque à tout prix, elle est prête à tout pour empêcher cette escapade. Ce simple anniversaire devient alors un moment crucial, un tournant qui scellera le destin de Mike. C'est dans cet engrenage de mensonges, de peurs et de calculs que les pièces du puzzle se mettent lentement en place vers un événement tragique dont personne ne pourra ressortir indemne. Une semaine avant le jour fatidique, la situation dérape. Mike appelle Brian, le cœur lourd, pour lui annoncer qu'il ne pourra pas participer à la partie de chasse prévue. Ce contretemps fait naître chez Denise un doute soudain. Elle commence à réaliser que le plan qu'elle et Brian ont soigneusement préparé comporte désormais un risque qu'elle n'avait pas anticipé. Parce que là, Mike, lui aussi, ça se peut qu'il y ait des imprévus, ça se peut qu'il change d'idée. Et là, elle commence à se demander aussi, est-ce qu'il serait peut-être au courant de quelque chose? Brian, lui, perd son sang-froid et sa colère éclate. Tout ce qu'il avait orchestré avec précision semble menacé. Denise et lui se donnent rendez-vous à la rampe de mise à l'eau de Roden Cove sur le lac Jackson afin de discuter de la situation. Brian ne mange pas ses mots. Il la critique durement, la traitant d'indécise, de nonchalante, insinuant que sa peur pourrait compromettre tout ce qu'ils ont construit. Sous cette pression intense, Denise vacille. La peur de décevoir Brian, combinée à la tension de la situation, la pousse à céder. Le plan est alors repoussé d'une semaine, soit au samedi 16 décembre, le lendemain de ma fête. Ben oui. Le soir précédant le drame, Brian prépare son coup dans les moindres détails. Il y réfléchit beaucoup.
Il organise une soirée dans un bar avec sa femme Katie et quelques amis. Et là, c'est stratégique. Là. Son but est simple, s'assurer que Katie boive suffisamment d'alcool pour ne pas pouvoir le suivre ou même le gêner le jour du meurtre. Il l'encourage à boire plusieurs verres et veille à ce qu'elle reste avec le groupe sous son contrôle. On voit que c'est un bon mari, lui aussi. Il espère ainsi la rendre aussi ivre que possible. L'idée de lui faire prendre des somnifères est même évoquée. Rien ne doit venir troubler la sinistre opération du lendemain. Katie racontera plus tard qu'elle n'avait pas envie de sortir ce soir-là, mais elle cède finalement à la pression. Elle se sent prise au piège dans cette soirée où Brian la pousse à boire de plus en plus, l'empêchant ainsi de prendre pleinement conscience de ce qui se prépare. Katie se souvient qu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas refuser et que Brian ne lui laissait pas le choix. Aux premières lueurs du 16 décembre, Brian attend Mike à une station-service. Afin d'éviter toute preuve de géolocalisation, il lui ment à propos de son téléphone et prétend que la batterie est morte afin que Mike ne puisse pas le rejoindre ou le géolocaliser. Oui. Brian insiste pour que Mike mette ses bottes d'eau avant d'embarquer sur l'embarcation qui était plutôt fragile, croyant que leur poids l'empêcherait de nager s'il tombait à l'eau. Une fois sur le lac Seminole, Brian simule un problème avec le moteur. Quand Mike se lève, inquiet afin de vérifier l'état du moteur, Brian le pousse brusquement dans l'eau glaciale. Mais Mike refuse de se noyer facilement. Juste se faire pousser dans l'eau, lui, il est encore capable, il est encore en vie, il est encore capable de s'en sortir. Mon Dieu, Il est fort, il est déterminé, il enlève ses bottes, retire sa veste et trouve refuge en s'accrochant à une souche d'arbre là, qui traîne sur le lac. La panique gagne Brian, qui est plus du tout en contrôle de la situation. Et là, chargé de son fusil à pompe, il fait claquer le réarmement dans un bruit sourd et inquiétant. Il fait le tour du petit bateau, où Mike lutte pour sa vie, puis s'approche à quelques mètres à peine. Et là, il tire Mike en plein visage. Mon Dieu, un fusil à pompe, ça pardonne pas en plus. Brian raconte avoir fermé les yeux au moment du coup de feu, ébloui par le flash. Et là, Mike s'effondre, mort sur le coup, dans le lac. Mon Dieu. Par la suite, Brian remorque délicatement le corps inerte de Mike jusqu'à une petite trempe de terre retirée, loin des regards indiscrets. Soucieux de ne pas laisser traîner de sang partout, il place la moitié supérieure du corps dans une grande cage en plastique pour chien qu'il glisse dans l'arrière de son imposant VUS Suburban. Puis, il pousse le petit bateau de Mike au large, simulant ainsi un accident tragique sur les eaux calmes. De retour à Tallahassee, Brian découvre du sang qui coule du haillon de son véhicule, dégoûtant ainsi sur son allée. Sans perdre une minute, il rince la tache, puis il rentre chez eux, silencieux, et se glisse dans le lit. Il réveille à peine Katie afin d'établir un alibi. Il a simplement trop dormi ce matin-là, entre guillemets. Mais la journée n'est pas finie. Brian sait ce qu'il lui reste à faire. Il se rend chez Walmart où il achète une pelle robuste, une bâche résistante et des poids lourds, des outils essentiels pour la suite de son plan sinistre. C'est un peu le starter pack du meurtrier. Mais c'est pas drôle, là, mais oui, c'est ça. Entre les rayons, il croise par hasard l'agent Mike Phillips. Ce dernier se souviendra plus tard d'un Brian en pleine panique, pressé, donnant l'apparence de quelqu'un qui court chercher un ami disparu. Brian conduit ensuite jusqu'à Gardner Road, à l'extrémité nord du comté de Lyon, près du marécage isolé de Carr Lake. Là, dans la boue compacte, il tente de traîner le corps enveloppé dans la bâche. Mais Mike, pesant environ 170 livres, est beaucoup trop lourd. Brian creuse un trou sommaire et attend, tapis dans l'ombre, qu'un inconnu s'éloigne. Convaincu qu'il s'agit d'un garde-chasse, Brian profite de ce bref répit pour enterrer le corps. Incapable d'effacer les traces de sang dans la maison de ses parents, Brian trouve refuge dans le lave-auto local, utilisant un puissant nettoyeur haute pression pour effacer les taches incriminantes sur le haillon de son Suburban. C'est fou, ça. On dirait que des fois, je trouve que la vie fait bien les choses en rendant le sang
difficilement nettoyable. Oui, et facilement identifiable aussi. Oui, exact. Hein, malgré tout, c'est ça, avec le luminol, je crois. Oui. C'est fascinant quand même qu'on arrive à... Ça, je te dis, on dirait que la nature a fait en sorte qu'on laisse une empreinte malgré tout. Le sang, c'est tellement... c'est hot, le sang. Oui, vraiment. Il faut dire que dès le départ, l'enquête autour de la disparition de Mike s'enlise due à de nombreuses erreurs. D'un, la scène de la disparition, pourtant cruciale, n'est jamais sécurisée comme une scène de crime. Aussi, on est sur un lac, hein, même si on sécurise tout, il y a des animaux qui peuvent passer, il y a les effets de la nature qui peuvent bouger les choses. La météo. Oui. La scène de la disparition, pourtant cruciale, n'est jamais sécurisée comme une scène de crime. Le bateau de Mike qui avait été retrouvé flottant, les moteurs éteints alors que le réservoir était toujours plein, ce qui contredit la thèse d'une chute accidentelle avec le moteur en marche. C'est bizarre un peu. Sinon, il se serait vidé le moteur. Le bateau aurait vogué un peu plus loin. Ça, Je ne sais pas. Mais ça n'a pas été vraiment noté, ça. Les enquêteurs négligent cet indice majeur. Ouais. Le véhicule de Mike est rapidement restitué à la famille, tout comme le bateau, sans mesure précise de préservation, ce qui conduit à la contamination de la scène. Ben oui, ils ont redonné le bateau puis la voiture de Mike à la famille, sans plus amples analyses. De nombreux bénévoles circulent librement, donc ils piétinent les berges où Mike a disparu. Donc là, ça devient impossible de repérer des traces de bottes ou des indices comme ça qui permettent de retrouver des preuves matérielles. Les premiers plongeurs ne sont pas équipés non plus pour une fouille approfondie et ne couvrent pas toute la zone à risque. Okay. La zone à risque, elle est immense d'ailleurs. Là. Ça doit être une autre technique de plonge aussi, j'imagine, à cause du fond boueux, soit un peu, puis tout ça. Exact. Les autorités ne prennent pas en compte les signaux d'alerte venant du cercle intime de Mike. Brian Winchester, qui était avec Mike le jour de sa disparition, jouit d'une confiance qui n'est jamais remise en question et n'est jamais interrogé en profondeur à ce moment-là. Ouais. Comme nous le disions plus tôt, il participe même aux recherches, ce qui lui offre une opportunité d'influencer librement les premières conclusions de l'enquête. Ça arrive aussi, ça, quelquefois, que le coupable participe et nuit d'une certaine façon à l'enquête. Exact. De plus, la piste des polices d'assurance souscrites peu avant la disparition est totalement ignorée et laissée de côté, ce qui aurait pu aiguiller plutôt les enquêteurs vers un mobile autre que l'accident. Parce qu'il y avait 3 polices d'assurance? Oui, exact. 1,7 million que ça coûte. C'est ça, qui ont été signés juste avant, en fait. Mais non, ça, ils prennent pas ça en compte. La déclaration de disparition de Mike est tardive aussi, ce qui réduit encore davantage la possibilité de recueillir des preuves essentielles sur les lieux. Et là, on se retrouve, Seb, 6 mois après la disparition de Mike. Donc, on fait un petit retour en arrière et un petit bond en avant. On est en juin 2001. Des éléments réapparaissent à la surface du lac, mon cher, dont une paire de bottes d'eau, une veste et une licence de chasse. Donc ça remonte à la surface étrangement, si je peux me permettre. Brian admettra plus tard avoir planté un faux chapeau pour rendre l'histoire de l'accident plus crédible. Mais cette fois, les experts notent une incohérence. L'état des bottes et des vêtements est trop bon pour avoir passé 6 mois sous l'eau froide, souvent en dessous de 14 degrés, période où les alligators ne chassent pas activement. Donc, malgré ces signes, Mike est déclaré légalement mort, permettant à Denise d'encaisser la somme de 1,75 million de dollars d'assurance vie dont tu nous parlais, Seb, justement. C'est fou, hein? Après ça, t'as les 2 pieds, tu peux vivre que des rentes. Bien sûr. Pourtant, Mike reste vivant dans le cœur de sa mère, Cheryl Williams. Elle refuse de croire à la version officielle et se lance dans une lutte obstinée pour connaître la vérité. Jour après jour, année après année, elle écrit à tous ceux qui peuvent agir, envoyant plus de 1400 lettres au gouverneur et demandant la réouverture du dossier. Ah oui, elle n'est pas à négliger, cette Cheryl, vous allez voir. Ah non, good job. Ces efforts portent enfin leurs fruits en 2004, lorsque la Florida Department of Law Enforcement, la FDLE, rouvre l'enquête. Mais cette lutte n'est pas sans conséquences. En août 2001,
Furieuse après la publication d'un article de presse, Denise convoque Cheryl et Nick, le frère de Mike, dans son jardin et leur ordonne de ne plus jamais prononcer le nom de Mike ni poursuivre la moindre enquête. Tu vois qu'elle sent la soupe chaude un peu. Là. La menace devient plus tangible en 2005 lorsque Denise et Brian intimident ouvertement Cheryl et Nick. Si elle continue à chercher la vérité, Cheryl ne reverra jamais sa petite fille Hensley. Ça, là, cette manipulation-là. Là. Depuis ce jour, ni Cheryl ni Nick n'ont pu revoir Hensley. C'est exact. Fou, là. Donc, ils utilisent leur fille comme monnaie d'échange peu, là, comme, c'est cruel. Comme instrument de chantage. C'est tellement cruel. En décembre 2005, Brian et Denise se marient, aménageant dans la maison de Mike. Mais leur union est minée par la peur et la culpabilité. Le couple est devenu paranoïaque et il utilise des codes, la lettre C ou le signe des barreaux de prison et conduisent même jusqu'à des lieux isolés comme le Mikosuki Greenway pour discuter de l'affaire, craignant que la maison soit truffée de micros. Oui, il y a carrément une forme de paranoïa vrai. Vous allez voir, c'est entre autres, je pense que ça fait partie des éléments qui vont commencer à leur nuire. Mais oui, tu sais, sont eux, après 5 ans, ils doivent se dire, on a réussi, on a fait le... Oui, exact. On sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait encore, mais ils doivent se dire, l'enquête est terminée, c'est bouclé, puis on n'entendra plus parler. Oui, exact. Mais en 2015, 10 ans plus tard, Denise demande le divorce et veut reprendre son nom de jeune fille, Meryl. Brian, conscient, entre guillemets, qu'il a tué le mari de cette femme pour lui, tente de bloquer la procédure. Et le 5 août 2016, Brian commet un geste désespéré. Entre 2h et 3h du matin, il se glisse dans la zone de chargement du SUV de Denise, aspergeant les vitres d'eau pour ne pas être vu. Et à 7h, quand Denise part travailler, Brian grimpe dans le véhicule, pointant un fusil chargé sur sa taille, lui imposant ainsi ses exigences, mon Dieu. Dans un élan de colère et au bord du suicide en raison du divorce, Brian tente d'amener Denise vers une destination inconnue, mais elle parvient à le calmer. Elle lui promet qu'elle annulera le divorce s'il accepte d'entrer en cure de désintoxication. Mon Dieu, Brian se dit calmé, affirmant qu'il comprend enfin à quel point la situation est ridicule. Pourtant, Denise rompt aussitôt sa promesse et se rend directement à la police. Le jour même, Brian est arrêté et les accusations sont lourdes. Enlèvement, voie de fait et infraction armée. Lors de l'audience, il ne bénéficie d'aucune libération sous caution. Denise s'étant vigoureusement opposée à toute remise en liberté. Donc là, c'est bien parce que le conflit éclate au sein des deux complotistes. Là. Ah non, c'est un méchant revirement quand même. En prison, Brian se débat. Confronté à la perspective d'une peine de prison à vie, il tente d'entraver la justice. Il discute avec un autre détenu. Oui. Wade Wilson. Ça vous dit quelque chose? Oui, en début de saison, le Deadpool Killer. Ben oui, Wade Wilson qui fait une apparition ici, un crossover. Justement, qui était à Tallahassee. Là. Oui. Donc, il discute avec lui de la possibilité de faire disparaître Denise et d'autres témoins. Mais ces manœuvres ne font qu'aggraver sa situation. Acculé au pied du mur, il finit par accepter de négocier. L'État lui propose un accord. En échange de la vérité sur la mort de Mike Williams et de l'emplacement du corps, parce qu'ils ne l'ont toujours pas trouvé, il obtient l'immunité contre les accusations de meurtre. Oh là là! Hey, c'est quand même un gros deal là, pour qu'il enlève les accusations de meurtre quand même. Ben oui, c'est clair. Puis Wade Wilson, il l'a snitché en passant. C'est vrai. Ça n'a pas été trop long. Lui, il a reçu la confession. Il est allé tout de suite dire ça c'est drôle, aux autorités en prison. Parce que lui, il sait qu'il est là pour un bout. Oui. Fait que tout ce qu'il peut faire pour trouver des munitions pour sortir de là, il va le faire, tu sais. Fait que s'il peut dénoncer d'autres crimes. C'est vrai. Donc, Wade Wilson, le bad boy de toutes ces dames, est une snitch. Et là, on fait un immense bond dans le temps, Seb, en 2017, parce que cette histoire-là, c'est échelonné sur plusieurs années. 2 décennies. Oui, 17 ans depuis la disparition de Mike. Brian livre enfin le secret. Il indique aux enquêteurs l'endroit exact où il a enterré Mike.
2 mois plus tard, en décembre, il est reconnu coupable d'enlèvement et condamné à 20 ans de prison. Oh. Le lendemain, la FDLE, la Fédération de Law Enforcement, annonce une découverte capitale. Les restes de Mike viennent d'être retrouvés, Seb. Ça fait longtemps, là. Ben oui. Les recherches menées dans le nord du comté de Leon, à la fin de Gardner Road, là, le lieu où tu nous parlais tantôt, Seb, là, près de Carr Lake, mobilisent des engins lourds et durent 5 jours. Les enquêteurs creusent sans relâche dans la boue et dans l'eau jusqu'à 9 pieds de profondeur. Oh. Les analyses confirment que Mike Williams a bel et bien été victime d'un homicide. Et là, évidemment, son corps est en grave état de décomposition. Il ne reste plus grand-chose là, après tout ce temps-là. Mais les os sont encore là, puis on peut quand même voir, s'il a tiré avec un fusil à pompe au visage, il y a plusieurs particules de plomb qui ont dû se loger dans le crâne. Donc, ça doit être assez clair là, à ce niveau-là. La façon comment le crâne est fracturé aussi, là, il doit être éclaté. C'est ça. Il n'y a aucune place à l'ambiguïté sur un accident ou non. Le 8 mai 2018, la justice se tourne vers Denise. Ce jour-là, elle se trouve à son bureau à l'Université d'État de Floride, prête à célébrer le 19e anniversaire de sa fille Ansley. Les policiers l'arrêtent. Elle est inculpée de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et de complicité après les faits. L'acte d'accusation révèle que la conspiration avec Brian remonte à mars 2000, soit 9 mois avant la disparition de Mike. Donc, ils ont pris beaucoup de temps pour calculer tout ça. Là. Mon Dieu. En décembre 2018, Denise comparaît devant le tribunal. Le témoin vedette est Brian Winchester lui-même. À la barre, il décrit leur relation clandestine qui a commencé en 97. Ça fait longtemps quand même avant la disparition. Une relation qui a fait boule de neige au fil des ans. Il affirme que l'idée du meurtre est née du refus de Denise de vouloir divorcer. Son récit glace la salle. Il raconte comment Mike, piégé, s'accrochait désespérément à une souche avant que Brian ne l'abatte à bout portant avec un fusil de chasse à seulement 3 pieds de distance. Mon Dieu. Il explique aussi que l'enlèvement de Denise était justifié par la peur qu'elle ne révèle la vérité, maintenant que le mariage s'effondrait. Ah, OK. Les procureurs appuient l'accusation avec d'autres preuves. Katie Thomas, l'ex-femme de Brian, témoigne. Elle raconte ses soupçons au sujet de la liaison et révèle qu'elle a travaillé comme informatrice pour la police. Okay. À un certain point, voyant le désespoir de Denise, elle a tenté de se rapprocher d'elle en se disant qu'elle se confierait justement à elle parce que, là, elle a plus beaucoup d'amis, Brian est ailleurs, tout ça. Donc, elle a mis un plan de vengeance en marche et puis c'est là que, justement, les preuves numériques, c'est là qu'elle a commencé elle-même à enregistrer ses conversations avec Denise. Okay. Elle est très wise, cette Katie. Elle a un peu utilisé un moment de faiblesse de Denise pour lui amener son support dans le but qu'elle lui confesse certaines choses. Et là, elle va l'enregistrer avec soit des appareils, soit son téléphone. On est un petit peu plus tard. Oui, donc c'est ça, en 2017-2018, il y a plus de téléphones intelligents, des choses comme ça. Et justement, en devenant informatrice, ça va faire progresser l'enquête énormément. Ces enregistrements démontrent la gêne de Denise chaque fois que le crime est abordé. Denise, elle va toujours changer de sujet. Elle va même demander des fois, mais qu'est-ce que vous savez sur cette histoire? Donc, en tentant de savoir ce que Katie sait. Donc, les procureurs insistent également sur la froideur de Denise lorsque Brian lui a décrit le meurtre, une réaction qui, selon eux, prouve sa participation active. La défense menée par l'avocat Ethan Way conteste, évidemment. Il rappelle qu'aucune preuve physique ne relie Denise au meurtre. Tout, selon lui, est l'œuvre de Brian, qui bénéficie aujourd'hui d'un accord d'immunité alors qu'il est le meurtrier avoué. Oui. Mais en même temps, Denise, c'est elle la bénéficiaire des assurances. Oui, aussi, c'est vrai. Après 4 jours de témoignages et 8 heures de délibération, le jury rend son verdict. Denise est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Et en février 2019, ça fait pas si longtemps, non. La sentence tombe. La prison à vie, plus 30 ans supplémentaires. Mon Dieu. C'est fou quand même. Cheryl Williams, la mère de Mike, s'adresse alors au tribunal. Sa voix tremble, mais ses mots sont clairs. Justice est enfin rendue pour son fils. Mais ils en ont mis du temps, là. On parle de... Presque 20 ans. Ben oui, exact. 19 ans pour
pour résoudre ça, ce qui n'aurait pas été possible sans confession, sans enregistrement non plus, et sans la confession de Brian ainsi que de notre snitch, Wade Wilson. Non, c'est incroyable. Au moins, il a fait quelque chose de bon dans sa vie. Ouais, je peux dire. Il a sûrement voulu faire ça en attendant quelque chose en retour. Ah, c'est sûr que c'était transactionnel comme intention. Oui. Mais pourtant, Émile, là, tu vas voir, l'histoire ne s'arrête pas là. Les distordus, écoutez ça. En janvier 2020, Denise fait appel. Et en novembre, la Cour d'appel en Floride annule sa condamnation pour meurtre au premier degré, estimant que l'État n'a pas prouvé son rôle direct dans l'exécution. Et sa culpabilité pour complot en vue de commettre un meurtre, en revanche, elle est confirmée au moins, là. Et donc, sa peine est alors réduite à 30 ans de prison. Elle n'a plus de la prison à vie. 30 ans, c'est quand même long, là. En parallèle, les conséquences financières se règlent. En juillet 2019, la fille de Mike et Denise récupère l'intégralité des biens et des fonds d'assurance de son père. Parce qu'elle n'a rien demandé. Là, je veux dire, elle se retrouve avec ses 2 parents, un mort puis l'autre en prison. Il faut quelqu'un pour subvenir à ses besoins. Denise, afin d'éviter d'être poursuivie pour fraude à l'assurance, parce que c'est ça aussi, là, cède tous les actifs. L'issue de cette affaire est carrément le triomphe de la persévérance. La mère de Mike, Cheryl Williams, a passé 17 ans de sa vie à se battre, écrivant, là, on est rendu à 1472 lettres au gouverneur de Floride. Oh là là! Et c'est beaucoup de lettres, là. Et affrontant les menaces de Denise pour que la vérité éclate. Cette guerrière qui a refusé d'accepter l'alibi fallacieux de l'alligator a finalement vu les restes de son fils retrouvés à l'extrémité de Garner Road et ses meurtriers enfin condamnés. L'affaire est devenue l'une des histoires criminelles les plus marquantes de Floride, exposant la trahison et la corruption cachée derrière les masques de valeurs chrétiennes, et prouvant que, même après 17 ans, même les crimes les plus sophistiqués peuvent être démasqués. Oh oui, c'est tout à fait vrai ça. Puis on en voit de plus en plus. Chaque année, on en voit des crimes qui sont résolus grâce aux preuves numériques qui arrivent un petit peu plus tard. Ce cas-ci, bon, il y a eu il y avait pas d'ADN en cause ou autre, mais ça aurait pu. Qui sait, hein? Oui, exact. Ça aurait très bien pu que plusieurs années plus tard, on retrouve, en retrouvant le corps de Mike, même il devait être en état de décomposition très avancé. C'est possible qu'il y ait quand même des traces d'ADN dessus de Brian ou de Denise ou autre, et qu'on puisse faire des liens avec ce qu'on retrouve même dans le Suburban de Brian. Là, on est 20 ans plus tard dans l'histoire, donc peut-être qu'il a changé de voiture, sans doute, mais ça aurait pu, parce que des traces de sang, ça peut rester longtemps dans un coffre d'auto là, quand même. Oui, exact. Puis aujourd'hui, ils ont besoin de des petits fragments d'ADN, contrairement à avant où il y avait besoin de plus grosses instances. Ça aussi, ça facilite. Là. Mais tu as raison, il y a tellement de vieux crimes, entre guillemets, qui se résoudent ces temps-ci à cause de la technologie. Oui. Puis de l'avancée de l'identification puis de la médecine forensique. Donc, c'est fascinant, cette histoire-là, Seb. On aurait pu en parler encore plus parce qu'il y en a beaucoup d'éléments. Tu sais, il y a moyen de creuser sur vraiment la psychologie de Brian, qui il était comme personne aussi. On se rend compte en fouillant que c'était quelqu'un de très différent, un peu comme un ado qui a refusé de vieillir. Tu sais, lui, il tripait encore même étant en famille, il se défonçait la gueule sans problème, prenait encore beaucoup de drogue et tout ça. Puis il faut pas oublier que Denise, elle, avec Mike, vivait une vie un peu plus rangée. Tu sais, Mike, lui, était dans l'immobilier, avait un bon salaire, était plus un petit peu plus sérieux, ils allaient à l'église, tout ça. Donc, c'est vraiment l'arrivée de Brian dans cette espèce de dynamique-là qui a tout fucké la dynamique d'amitié aussi entre les deux couples. Donc, c'est quand même assez tordu, cette histoire-là, mais je suis sûr que, bon, sans l'aspect des meurtres, ça doit arriver quand même à l'occasion là, des situations comme ça de triangles amoureux et de couples qui s'entrechoquent comme ça. Là. C'est juste que la raison, c'est qu'elle voulait pas perdre la garde partagée. Puis toute personne qui divorce ne veut pas ça, mais je veux dire, à un moment donné, tu dois assumer ça. En fait, moi, je mets un peu le blâme sur Kelly, dans le sens que, je veux dire, elle voulait pas divorcer. Ils veulent pas divorcer. Fait que tout ça amène à ça, là, s'il avait juste divorcé, accepté qu'il y avait... Tu veux dire Denise? Ah, Denise, oui, excusez-moi, en disant Kelly. Oui, Denise, parce que si elle avait accepté de divorcer,
je veux dire, il n'y aurait pas eu de meurtre, de complot pour meurtre. Puis oui, ça aurait été triste, il y aurait une amitié peut-être brisée, mais c'est juste ça, là, tu sais. On dirait que elle voulait pas accepter de pas vivre avec sa fille, puis pour ça, elle élimine le père. Voyons donc, tu sais. Mais c'est encore pire que ça. C'est que Dieu tolère mal le divorce, donc on va le tuer à la place. Franchement, ben oui, tu sais, comme si Dieu tolérait plus la mort. Oui, c'est ça. Ah non, avoue que moi, je trouve que c'est des enfantillages. Puis tu sais, on dirait que, enfantillage peut-être fort, là, mais ben oui, carrément. Il s'appuie, oui. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas te déresponsabiliser en mettant tout sur la faute de Dieu, là, ou sur Dieu le permet, là. Tu sais, non, tu sais, tout le temps, ils ont pris 9 mois à planifier ce truc-là, puis, tu sais, ça a duré près de 20 ans par la suite. Donc, tu sais, tu l'aurais réussi ton divorce là, juste en 9 mois. Il y a des gens qui peuvent t'aider, tu sais, avant d'en arriver là, mais au lieu de faire ça, ils se sont lancés dans toute une histoire. Puis, à quelque part, la jeune Ansley, même si elle est adulte maintenant, elle a quand même perdu son père, elle a une mère en prison. C'est ça, exact. C'est le beau-père en prison, conflit avec la grand-mère. On dirait qu'ils n'ont pas du tout pensé à leur enfant. Brian, c'était pas sa fille, mais tu sais, quand même. Oui, non, pas du tout. Puis Brian aussi, lui, il y avait Stafford. Oui, ils ont un fils. Ils ont un fils, donc tu sais, même chose. Ce fils-là, son père est en prison. Ils se retrouvent dans une famille dysfonctionnelle avec un lourd passé. Oui. Donc, c'est tragique tout ça pour pas déplaire à Dieu, mais Dieu doit être fâché quand même aujourd'hui. Là. Oui, exact. Je suis pas sûr qu'il va avoir sa place au paradis. C'est clair. Toute une histoire. Seb, Les Distordus, dites-nous ce que vous en pensez. Vous pouvez aller voir, il y a Dateline NBC qui ont fait un épisode. Ça a été bien documenté. Et il y a aussi une série, je crois, sur Disney+, Mr. et Mrs. Murder. Allez écouter ça. C'est quand même assez divertissant. Vous allez voir, ça entre un petit peu plus dans peut-être dans la bio personnelle des gens. Vous allez un petit peu en apprendre plus sur leur personnalité. Donc, en guise de complément, je vous suggère d'aller regarder ça. Sinon, en after show pour nos membres Patreon, je vais vous parler d'une autre histoire de triangle amoureux, mais cette fois-ci dans les débuts d'Internet, l'affaire Sherry Miller. Vous allez voir, c'est complètement tordu cette histoire-là. On l'appelle le premier meurtre de l'Internet. Donc, vous allez voir, c'est intéressant. Ça fait partie de l'anthologie historique de Distorsion. Donc, allez, garochez-vous là-dessus. Et puis, on remercie nos fantastiques recherchistes de nous abreuver avec tellement du bon contenu et des bonnes recherches comme ça. On remercie André Beaupré, notre monteur. Et vous savez où nous trouver, les Distordus. On est partout sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok. On est sur Instagram, Facebook, un petit peu partout. Patreon, évidemment. Et justement, c'est le moment de nos shout-outs à nos chers membres Patreon. Seb, je te laisse commencer. Une grosse poignée de main à nos actionnaires, Kimuel D, Kat T, Francis G, Dominique P et Gabrielle O. Aussi un gros shout-out à Annabelle D, à Mel, à Émilie L, à Jean DBD et à Maude B. Un gros câlin à Anne-Marie R, Émeric P, Marianne D, le mystérieux homonyme Sébastien. C'est peut-être toi. Oui, je m'auto-donne. Et Marie-Maxime B. Aussi un gros câlin à Marc B, à Pauline P, à Marie-Ève L, Kelly L et Élodie Ba. Je poursuis l'amour à Clotilde P.C., Isabelle L., Camille P.R., Fanny C. et la mystérieuse Jen. Et pour terminer, immense respect à Mel, encore une fois une autre Mel, à Cindy, à Isabelle C., à Nardo et à Lise B. Et là-dessus, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Si quelqu'un vous invite à une partie de chasse et qu'il a mystérieusement oublié son téléphone, eh bien, méfiez-vous. Surtout s'il y a des alligators.